Les villes françaises sont parmi les moins sûres du monde. L'année dernière, ça faisait la une des journaux. Nous sommes un pays encore moins sécure que le Mexique. Paris, Marseille ou Nantes sont plus dangereuses que Bagdad ou Nairobi. Sauf qu'en fait, c'était une fake news. L'info venait d'un site où les gens laissaient juste leur opinion sur les villes sans même avoir besoin de les visiter. Je dis pas que l'insécurité en France n'existe pas, c'est quand même le 3e pays d'Europe avec le plus d'homicides. Mais à l'échelle mondiale, c'est dérisoire. Crime, hygiène, pollution, conditions extrêmes, les villes dont on va vous parler remettent en question l'espérance de vie de ceux qui y habitent. Attention à vous si vous vous y rendez, car ça sera peut-être votre dernier voyage. Yangon, la ville où tu es sûr de mourir. Entre le Mexique et la Californie, Tijuana, c'est la destination des vacances. Plus d'1 million de touristes par an. La ville n'a pourtant pas bonne réputation. 2000 homicides annuels, 2 fois plus qu'en France. La ville la plus dangereuse du monde. Attends, un truc colle pas. Pourquoi autant de gens y vont du coup? Parce que toi, tu risques pas grand chose. C'est surtout des règlements de compte entre cartels. Alors, faut aller où pour vraiment être en danger? Une ONG suisse a essayé d'y répondre en proposant un outil comparatif de la criminalité à l'échelle mondiale. La puissance des réseaux mafieux, la prospérité des marchés illégaux, tout y est. On prend même en compte les moyens mis en place par le pays concerné pour lutter contre la pègre. Le grand vainqueur, c'est le Myanmar. Ce nom vous parle peut-être pas, car en France on continue de l'appeler sous son ancien nom, la Birmanie. La cause, un violent coup d'État. En 2021, un parti politique soutenu par l'armée perd les élections. Comme ils étaient vénères, ils ont demandé un recompte. Refusé. Alors, gros move de rageux, ils ont mis tout le monde en prison et ont envoyé l'armée au Parlement. Tout ça capturé en direct durant un live de fitness. On vit une sacrée époque. 16 500 personnes emprisonnées. Parmi eux, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, icône de la démocratie. Durant les 20 premiers mois, plus de 6000 personnes périssent lors des manifestations. L'armée n'hésite pas à tirer. Tous ces événements sont concentrés à Yangon, l'ex-capitale du pays. Suffit d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères pour se rendre compte à quel point la situation est instable. Restez à l'écart des manifs et des forces de l'ordre. Les interpellations et arrestations sont nombreuses, abusives, impliquant des violences sexuelles ou même des exécutions. On vous contrôle tout le temps, check même votre téléphone. Un message critique du gouvernement, un VPN et c'est l'amende directe, voire la prison. Pas question de prendre de photos, on pourrait croire que vous préparez un attentat. D'ailleurs, attention à ça aussi. Même si c'est la police qui est visée, il y a régulièrement des victimes civiles. Tout ça en 2020, c'était impensable. Pour les habitants, les choses sont allées vite. Trop vite. Beaucoup d'habitants de Yangon ont tout perdu du jour au lendemain. 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le chômage a explosé. Sans argent, pas d'autre choix que de quitter leur logement pour aller s'entasser dans des bidonvilles. Même là, ils ne sont pas tranquilles. L'armée peut débarquer pour tout casser et les envoyer ailleurs. 13 millions de personnes sont touchées par la famine. Des familles entières obligées de se nourrir auprès d'associations caritatives submergées. La faim est une arme pour affaiblir la population, pour étouffer les éventuelles rébellions. Même les associations humanitaires sont bloquées aux frontières. Forcément, avec tous ces problèmes, la criminalité a explosé. Encore une fois, ça arrange bien le gouvernement. En échange de moyens humains, de financement, on donne aux mafias carte blanche sur le territoire. Pas étonnant que la Birmanie soit la plaque tournante de la drogue en Asie. Un pays leader dans le trafic d'opiacés et de drogues synthétiques, comme la méthamphétamine, l'ecstasy ou le GHB. Aujourd'hui, elle coûte 2 fois moins cher qu'avant le coup d'État. Puis, à cause des conflits armés, le trafic d'armes et de matériel militaire se porte lui aussi mieux que jamais. Très certainement le pire, ce sont les réseaux d'esclavage moderne qui touchent les familles pauvres. Prostitution, travail forcé, implication d'enfants dans des opérations militaires. À l'international, l'ONU est scandalisée. La junte est accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais à part ça, rien. Pourquoi le monde a-t-il oublié le Myanmar? C'est le nom d'un article de Harvard l'année dernière. On y apprend entre autres que le pays ne commerce pas avec l'Occident, très copain avec la Chine et la Russie, donc les sanctions économiques, on peut oublier. Aussi, là-bas, une grande partie de la population ne croit plus à la démocratie. Donc si une action militaire externe est entreprise, on n'est pas sûr que le peuple suive et coopère. Alors, pour le moment, on ne fait rien, en espérant que les choses ne s'aggravent pas davantage.
Norilsk, la ville la plus polluée du monde. Au creux d'une vallée, perdue au milieu du désert de glace sibérien, se trouve cette géante de fer sinistre. Ce que l'on voit sortir des cheminées, c'est du dioxyde de soufre, un gaz hautement toxique pour l'environnement et pour l'homme. En 2019, à elle seule, la ville en rejette 1900 kilotonnes directement dans notre atmosphère. 14 fois plus que la France métropolitaine et 2 fois plus que l'Etna, le plus gros volcan européen en activité. L'observatoire de la NASA l'appelle le Man-Made Volcano. On comprend pourquoi quand on compare les deux depuis l'espace. Norilsk, c'est 5% des émissions mondiales de SO2. Les conséquences sont désastreuses. Cette région, le Krasnoïarsk, habite l'une des plus grandes forêts boréales du monde. Mais les pluies acides et les émanations toxiques ont fait un trou gigantesque, 23 000 km², la taille de la Lorraine. Une telle réserve naturelle réduite à néant, quand on voit ça, ça fait mal au cœur. C'est un calvaire pour les habitants, la ville entière baigne dans un smog toxique. Selon les témoignages, en vous baladant, vous pouvez de manière complètement random tomber près d'une conduite d'évacuation. Vous vous retrouvez alors au milieu d'un épais nuage de gaz qui vous fera tourner de l'œil et vous étouffera. Au quotidien, c'est plein de problèmes, en permanence vos yeux sont larmoyants, votre nez coule et votre gorge est irritée. Vous toussez souvent, vous vous essoufflez vite, comme si quelque chose pesait sur votre poitrine. Tout ça, c'est à cause du dioxyde de soufre, très corrosif, s'attaquant à toutes vos muqueuses. Pourtant là-bas, on vous dit le contraire. Dans ce documentaire, les journalistes s'adressent à un médecin qui affirme devant les caméras que le SO2 n'est pas mauvais, pouvant au pire causer une petite toux. 60 ans, c'est l'espérance de vie moyenne. Soit 10 ans de moins que le reste du pays, les habitants en sont conscients, même résignés. Y a pas que ça qui rend cette ville déprimante. On est en Sibérie, donc ça veut dire se taper des hivers très longs et rigoureux avec des températures qui descendent jusqu'à moins 50 facile. Il fait nuit non-stop du 15 novembre au 15 janvier, surtout la ville est isolée de tout. Le seul moyen d'y accéder, c'est par avion ou par bateau, mais là aussi, il faut que la météo le permette. L'architecture, c'est des HLM post-seconde guerre mondiale, les appartements sont petits, à part travailler, les habitants n'ont pas réellement d'activité. Les seuls monuments sont sur la mémoire des révoltes de Norilsk. Oui, l'ancêtre de Norilsk était un goulag consacré à l'exploitation minière qui a fermé en 1957. Bonjour l'ambiance. Pourtant, malgré tout ça, 190 000 personnes y vivent et ce nombre augmente chaque année. La natalité n'y fait rien, la raison est bien plus simple qu'on l'imagine. Laissez-moi vous présenter Nornickel, le géant qui possède la ville. Véritable artère dans l'économie russe, à elle seule, la société représente 50% de la production de nickel du pays, 6% de la production mondiale. Ce métaux, à quoi sert-il? De base, on l'utilise pour faire de l'inox. Mais l'usine a la particularité de savoir produire du nickel de classe 1 pur à 99,98%, beaucoup plus rare. La demande explose depuis quelques années puisqu'il sert à la conception de batteries électriques à haut potentiel utilisées dans l'industrie de l'automobile par des géants comme Tesla. Les affaires vont bien, du coup les salaires aussi, la moyenne dans le pays c'est 700 € par mois, chez Nornickel c'est plutôt entre 1000 et 1500. 42% des habitants travaillent pour la société, soit 78 000 salariés en 2022, plus que la RATP. Avec un tel poids, la boîte fait ce qu'elle veut de la population et de son environnement. Le pays lui donne carte blanche. Tous les déchets sont rejetés dans la rivière, la seule eau potable de la ville, c'est l'eau en bouteille. En 2020, elle est même à l'origine de la plus grande marée noire jamais enregistrée dans l'Arctique. Une fuite de 20 000 tonnes de diesel, ce jour-là, l'eau était rouge. Bon, sauf que là, comme tout le monde l'a vu, ils ont été obligés de réparer leur faute. La dépollution a coûté 2 milliards de dollars. Vu l'importance du site, pas question de le laisser ouvert au public, l'accès de l'usine est interdit, pour se rendre dans la ville, c'est compliqué. Que vous soyez russe ou étranger, vous devez obtenir un visa auprès du KGB. Pour partir, ce sera pas une partie de plaisir non plus. Dans un témoignage, un employé de Nornickel décide de se rendre à Paris. Sa demande de visa est rejetée, alors il va trouver une astuce, se rendre dans une autre ville russe, Rostov, où il a de la famille, puis partir en Finlande, car les pays ont des accords. Enfin, de là, il pouvait rejoindre Paris. La suite de l'histoire n'est pas mieux, dans son séjour à la capitale, son comportement est étrange. En permanence sous tension, il a peur des gens, des forces de l'ordre. Le jour de son départ, il résume son séjour « Too much freedom ». La Rinconada, vivre au plus proche de l'espace. Cette ville, à 5300 mètres d'altitude, n'est pas supposée exister. D'un point de vue biologique, la Rinconada est une anomalie, à la limite de ce que peut tolérer un être humain. Ça se comprend, personne n'irait aller mettre sa maison au sommet du Mont Blanc ou du Kilimandjaro. Sans même parler du côté pratique. Au-delà de 5000 mètres d'altitude, le taux d'oxygène est 2 fois moins élevé qu'au niveau de la mer. Trop peu pour que le corps humain puisse fonctionner, même au repos. Alors imaginez faire de l'effort. C'est pas pour rien qu'on gravit ces sommets avec des bouteilles d'oxygène. Pourtant, 50
50 000 personnes y vivent, travaillent et jouent même au foot. Comment c'est possible? Faut comprendre ce qui se passe quand t'es en altitude. Face au manque d'oxygène, le corps est réactif. Une glande contrôle le taux d'oxygène dans ton sang. S'il tombe en dessous d'un certain seuil, l'info est envoyée à ton cerveau qui déclenche une suite de mécanismes de survie. Ton cœur bat plus vite et plus fort pour pomper plus de sang et tu respires plus afin d'augmenter la quantité d'air dans tes poumons. À long terme, ton sang s'adapte. Le taux d'hémoglobine et par extension le nombre de globules rouges augmente. Inversement, la quantité de plasma sanguin, le lubrifiant de ton sang, diminue. In fine, ton sang est certes moins fluide, mais beaucoup plus oxygéné. Ça permet à ton cœur de reprendre un rythme normal. C'est pour ça que l'ascension de l'Everest prend 2 mois. C'est une succession de paliers pour que votre corps s'habitue au changement. Ce qui choque les chercheurs avec la Rinconada, c'est le taux de globules rouges des habitants. 80%, 2 fois plus que la normale. Leur sang est si pauvre en plasma que les prises de sang sont impossibles avec du matériel standard. Par contre, faut pas rêver, c'est pas sans conséquence sur la santé. Même avec ces adaptations, les habitants sont régulièrement exposés au manque d'oxygène, les rendant alors sujets au syndrome du mal chronique des montagnes. La version hardcore du mal des montagnes classique qui te fait tourner la tête, un peu comme quand t'as le mal de mer. La fin, c'est la mort par insuffisance cardiaque. Y a pas de remède, sauf descendre à une altitude inférieure. Mais même là, certains symptômes sont permanents. Dans la ville, 1 personne sur 4 est concernée. Reste à comprendre pourquoi 50 000 Péruviens sont allés se percher là-haut. L'or. La montagne en est remplie. Ici, le minage est indépendant et artisanal. Vous aussi, vous pouvez prendre l'avion, vous rendre là-bas et faire votre petite mine de votre côté. Préparez-vous quand même à avoir des surprises. Déjà, les accidents sont fréquents. Les mineurs ne sont pas correctement équipés et n'appliquent pas les règles de sécurité. Par exemple, en mai 2023, un incendie a provoqué la mort de 27 personnes. La faute à un court-circuit sur une installation électrique de fortune. Il y a aussi les éboulements, avec toutes les galeries qui fragilisent la montagne et les mineurs qui creusent à la dynamite, faut pas s'étonner du résultat. Toute l'activité d'extraction du minerai génère de la poussière qui, je le rappelle, flingue vos poumons. Enfin, pour séparer l'or de la roche, on suit tout un processus impliquant l'utilisation du mercure. Toxique, ça attaque les systèmes nerveux, digestifs et immunitaires, mais aussi les poumons, les reins, bref, vous pouvez le rajouter à la liste. Maintenant, imaginez que vous arrivez là-bas et que vous tombez sur la perle rare, une grosse pépite d'au moins 10 kilos qui va vous rendre richissime. De quoi vous permettre d'enfin arrêter de vous ruiner la santé et de rentrer chez vous. Du moins, c'est ce que vous croyez. En avril 2019, 7 corps ont été retrouvés au fond d'une galerie, tous tués d'une balle dans la tête. L'origine, un conflit d'intérêts. Là-haut, ils sont fréquents. En 2020, il y a eu 800 agressions avec des armes à feu, 97 citoyens sont morts. Malheureusement, la police ne peut rien faire. La ville est une zone de non-droit. Du coup, la criminalité explose, de l'or est régulièrement volé ou détourné. Sachant que tout ça est un immense bidonville, sans eau courante et avec un réseau électrique fait maison. Il y a quelques toilettes publiques, mais la nuit les gens font généralement leurs besoins chez eux, dans un seau dont le contenu est jeté dans la rue au petit matin. Aucun service public n'y va. Police, médecins, postes, éboueurs, alors voilà à quoi ressemblent les environs. Je vous laisse imaginer les conditions sanitaires. Si vous êtes curieux, sachez qu'un laboratoire français a programmé une expédition. Leur but est d'étudier le sang et les aptitudes physiques des habitants pour de la recherche médicale. Ça s'appelle Expédition 5300, ils ont même une chaîne YouTube où ils partagent leurs découvertes. Malheureusement, de tels endroits, il en existe bien d'autres. Des villes, parfois des nations entières, où la vie d'innombrables innocents est mise entre parenthèses. Le plus souvent, derrière tout ça, des enjeux politiques ou économiques qui ne les concernent même pas. Ces situations peuvent paraître invraisemblables, tant le décalage avec ce qu'on connaît est grand. Pourtant, c'est bien réel. C'est bon de le rappeler et d'en avoir conscience. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire, une partie 2 est tout à fait envisageable. En attendant, soyez fiers de ce que vous avez, chérissez votre quotidien, et rappelez-vous, quoi qu'on en dise, c'est pas si mal que ça chez nous. C'est pas si mal, pas si mal, pas si mal que ça chez nous. Non, 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 ce n'est pas si mal quand on va se promener chez nous.